Donc le sport chez les hommes athlètes en croissance, il participe au développement harmonieux du corps et de l'esprit. C'est pour ça que l'on dit l'esprit sain dans un corps sain. Il est donc à voir chez les enfants et chez les adolescents, car ces bénéfices sont nombreux sur le plan physique, physiologique, psychologique et social. Dans le cadre de la pratique compétitive, l'investissement devient parfois contre nature et non épanouissant. Pourquoi? Car la pratique intensive est un haut lieu de stress et d'émotion qui nécessite une vigilance particulière pour accompagner ces jeunes athlètes et pour les accompagner dans leur processus d'entraînement et leur donner les meilleures conditions d'entraînement. C'est ce qui fait l'objet pédagogique de ce travail. Il ne faut pas oublier que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, donc l'entraîneur qui est en charge d'entraîner les jeunes athlètes a cette responsabilité de penser à leur santé, à l'intégrité de leur santé physique et psychique, et a le devoir de mettre ça en avant au-delà des exigences de la performance, de la compétition et des titres internationaux futurs. Donc l'athlétisme, comme toutes les disciplines sportives, est un sport qui requiert la recherche de la performance et donc il vise la compétition, il vise la performance. Donc c'est un sport qui est codifié, son organisation est institutionnalisée par la fédération, et donc c'est un entraînement qui est planifié, structuré et répété. Répété, c'est ce mot-là, cette action qui va faire que nous allons parler des exigences de ce sport. Donc, nul n'est sportif de haut niveau. C'est par un apprentissage long que cet enfant, en devenant adulte, va devenir un athlète de haut niveau. Certains estiment qu'il faut 10 000 heures d'entraînement et de compétition par an pour atteindre l'excellence sportive. Cela veut dire approximativement qu'un jeune athlète devra s'entraîner 3 heures par jour durant 10 ans. Et comme le dit le prix Nobel Albert Simon, it takes 10 years of extensive training to excel in anything. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut 10 ans
de travail pour réussir et pour espérer approcher l'excellence dans n'importe quel domaine. L'entraînement intensif précoce dans une discipline, c'est s'entraîner plus de 6 heures par semaine pour un enfant de moins de 6 ans et s'entraîner plus de 10 heures par semaine pour un enfant de moins de 10 ans. Donc, c'est un risque qui va provoquer des blessures aiguës, telles que les blessures, telles que les microtraumatismes, ce qu'on appelle les fractures de fatigue, les tendinites, les périostites, etc. Donc, cette dénomination qui est le surentraînement, on va parler maintenant de surentraînement. Qu'est-ce que c'est que le surentraînement? Comment est-ce qu'on arrive au stade de surentraînement? C'est une erreur de planification sur le plan méthodologique de l'entraînement. Quand l'entraîneur va utiliser une charge de travail qui va être au-delà des capacités de l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant n'arrive pas à supporter cette charge de travail, son organisme n'arrive pas à s'adapter à cette charge, et que le temps de récupération, les périodes de récupération ne sont pas suffisantes pour l'enfant pour qu'il récupère et pour qu'il puisse s'adapter aux futures charges des microcycles qui vont suivre. Là, ce qui va se passer, la fatigue, une grande fatigue va s'installer et on va rentrer dans ce qu'on appelle une spirale infernale, une spirale sans fin. Donc, en bas, l'exercice. L'exercice, bon, la charge de travail, c'est l'exercice. L'exercice, c'est un stimulus. Quand on commence à faire un exercice, donc qu'est-ce qui se passe? Il y a une adaptation à cette charge de travail et c'est ce qui va provoquer le résultat escompté qui est une progression. Maintenant, après ce microcycle de travail, après cet exercice, il y a la fatigue. La fatigue est un processus normal. Et le résultat de cette fatigue va être une compensation et même une surcompensation, c'est-à-dire que l'organisme va s'adapter à cet exercice, à cette charge de travail. Maintenant, si les microcycles d'entraînement sont trop rapprochés, trop intensifs, c'est-à-dire que la charge de travail est trop importante, là, l'organisme, le corps de l'enfant, ne va pas pouvoir récupérer en temps voulu. Et là est le risque de rentrer dans ce qu'on appelle cette spirale et cet engrenage de fatigue, suivi de fatigue, et qui va faire qu'on va arriver au stade du surentraînement, du surmenage, pardon. Donc le surmenage, c'est une fatigue intense, mais avec comme résultat une réversibilité. Une réversibilité, c'est-à-dire quand le corps récupère, il s'adapte et il progresse et on obtient la surcompensation. Maintenant, si les microcycles intensifs sont trop rapprochés et que l'organisme n'arrive pas à récupérer, là nous rentrons dans la phase de surentraînement. C'est une longue période, c'est une période durable où on va observer une baisse des performances, même si la charge, on fait baisser la charge, c'est la période de surentraînement où les performances vont rester faibles. On va parler maintenant des risques et des dangers du surentraînement. Donc, ici, sur ce tableau, on explique que
Donc la fatigue physique, l'évolution de la fatigue sur les plans physiques et psychologiques. La fatigue, on a dit, c'est un phénomène normal, post-effort, c'est normal. Donc l'évolution de cette fatigue sur un plan psychologique, c'est qu'il y a une bonne humeur, de la rigueur, de la motivation et de la confiance. Ça, c'est donc le microcycle où la charge de travail est adaptée aux capacités de l'enfant. Maintenant, lorsque ce microcycle ou cette charge de travail est trop importante, dépasse les capacités de l'enfant, là nous sommes dans une étape de surmenage. Et donc là, il y a un dépassement fonctionnel et la fatigue va augmenter. Il y a, ça c'est sur le plan physique. Sur le plan psychologique, il y a une baisse de la bonne humeur, de la vigueur, de la motivation, de la confiance. Cette période peut durer 2 semaines. Au-delà de cette période, on rentre dans la phase de surentraînement, où on frôle le burn-out, où il y a le dépassement et non fonctionnel, c'est-à-dire que l'organisme de l'enfant n'arrive plus à s'adapter à cette charge de travail, il n'y a plus de surcompensation, la récupération n'est pas suffisante, on rentre dans un état de sentiment dépressif, plus de vigueur, plus de motivation, perte de confiance, de l'anxiété. C'est une période qui va dépasser, qui est entre 2 semaines et 2 mois, et même au-delà de 2 mois. Et là, nous rentrons dans le surentraînement et le burn-out. On va parler maintenant des causes du surentraînement. Sur le plan de l'entraînement, de la méthodologie de la planification, c'est l'utilisation d'une trop grande charge de travail sur le plan de l'intensité, du volume, etc. La durée de récupération, la nature de récupération est courte et n'est pas adaptée. L'entraînement est monotone, il est peu varié. Nous avons l'accumulation de stress, donc l'accumulation de stress au niveau du stade, avec l'entraîneur, et là on peut parler de relation entraîneur-entraîné. Ce stress, il peut être dans la cellule familiale, avec les parents, et là on peut parler aussi du syndrome de la réussite par procuration. Je parle de ces parents qui veulent réussir au travers de leurs enfants des actes manqués, des objectifs manqués dans leur jeunesse. Ils reportent toute cette pression sur leurs enfants pour qu'ils réussissent. Même chose pour l'entraîneur. Et aussi, ce stress peut être vécu chez l'enfant à l'école. À l'école, par ses camarades, etc. Mais même avec ses camarades au niveau de l'entraînement. Il y a aussi le facteur des aberrations nutritionnelles, quand il n'y a pas de qualité nutritionnelle, la quantité n'est pas suffisante, les apports en kilocalories ne suffisent pas pour que le jeune athlète récupère après des microcycles intensifs, pas assez d'hydratation, etc. Donc ces facteurs-là sont ce qu'on appelle les risques et dangers du surentraînement. Il y a d'autres facteurs aggravants qui sont par exemple voilà. Donc il y a d'autres facteurs aggravants, par exemple pendant l'entraînement, ce qu'on appelle une mauvaise respiration. Mauvaise respiration, c'est-à-dire que l'athlète respire par le haut du corps et donc l'oxygénation des organes ne se fait pas comme il se fait. C'est pour ça que l'entraîneur, on doit attirer l'attention de l'entraîneur pour apprendre aux jeunes, surtout les enfants, à bien respirer pendant l'exercice et pendant l'entraînement. Il y a aussi d'autres facteurs qui sont, par exemple, les trainings, les chaussures qui sont mal adaptées. Peut-être que l'enfant fait ce qu'on appelle une tendance au pied plat, il faut porter des semelles, etc. Donc l'équipement a son importance, il va aggraver la situation, et donc l'enfant va ressentir la fatigue doublement.
sorte que la croissance de l'enfant peut être ralentie. Il peut y avoir une incidence sur la minéralisation de l'os. Ce qui va se faire ressentir sur le plan de la taille et du poids. Nous avons les blessures chroniques, les blessures, ce qu'on appelle ostéomusculotendineuses, donc les périostites, les blessures au genou, les blessures à répétition. Nous avons aussi des hyperextensions au dos. Je prends l'exemple de ma spécialité fétiche au saut en hauteur. Le saut en hauteur, à force de faire des exercices de souplesse et d'extension de dos, peut avoir des douleurs au niveau du dos. Le pire de tous ces dangers, c'est bien sûr ce qu'on appelle un mort subite. Un mort subite, c'est une intolérance à la charge de travail, c'est un problème de cardiomyopathie non détecté, etc. Donc l'épuisement, l'addiction, oui, il y a ce qu'on appelle être addict à la pratique sportive, ce qu'on appelle même sur le plan psychologique. Il y a des athlètes qui sont addicts à cette douleur qu'on ressent à l'effort. C'est une pathologie psychologique. Donc, sur le plan psychologique, que se passe-t-il chez ces jeunes athlètes, surtout quand ils sont qui participent à des stages de regroupement, qui sont souvent en voyage pour des compétitions, etc. Donc cet isolement, cet éloignement de la cellule familiale, des parents, etc., peut faire plonger ces athlètes dans ce qu'on appelle le burn-out, l'isolement social, la perte de confiance, les pressions psychologiques de l'entourage, des parents, des entraîneurs, etc. Et surtout, en sachant que les heures d'entraînement chez les jeunes peuvent être supérieures ou égales à 20 heures par semaine. 20 heures d'entraînement par semaine. Dans notre spécialité, la littérature parle même de 35 heures d'entraînement par semaine chez les gymnastes, etc. Alors, les signes d'alerte. Pour un entraîneur, quels sont les signes d'alerte? Quels sont les signes qui doivent l'alerter pour consulter le médecin du sport, le psychologue, etc. Les parents aussi doivent être alertés par certains signes. Donc, nous avons la fatigue. Cette fatigue peut être sur le plan physique, mais elle peut être sur le plan mental, psychologique, et on parle même aussi de fatigue par rapport à l'école. Les devoirs scolaires, etc. Il y a certains enfants qui n'arrivent pas à aller entre le rendement scolaire et le rendement sportif, et je parlerai ici surtout des classes sportives et du lycée sportif. Nous avons aussi ce qu'on appelle les performances, une baisse des performances, comme je l'ai dit tout à l'heure, même si on baisse l'intensité de l'entraînement et même si on baisse la charge d'entraînement, les performances vont rester en diminution. Nous avons les blessures qu'on a citées juste avant. Nous avons la perte de poids, la perte d'appétit, les troubles du sommeil. Alors ça peut être dans les deux sens. Les troubles du sommeil, ça peut être de l'insomnie ou alors de l'hypersomnie, c'est-à-dire dormir plus qu'il n'en faut. Les douleurs articulaires, etc. Et bien sûr, la perte de confiance et la perte de motivation. Alors, que faut-il faire? Quelles sont les recommandations pour les parents, pour les entraîneurs? Donc, on va commencer d'abord par une hygiène alimentaire, bien sûr une alimentation suffisante et de qualité, s'hydrater chaque 30 minutes, etc. Nous avons le sommeil. Alors, il faut expliquer, il faut que l'entraîneur ait des connaissances très approfondies sur l'importance de la récupération, l'importance du sommeil, etc. Donc, le sommeil, il faut savoir qu'il y a la qualité du sommeil, il y a la quantité du sommeil, il y a les conditions ou l'atmosphère dans laquelle on dort. Maintenant, j'explique moi à mes étudiants en cours qu'on ne peut pas dormir avec une petite lumière allumée ou ça va influer sur ce qu'on appelle la sécrétion
de la mélatonine au niveau du cerveau, et donc ça va empêcher l'organisme de récupérer, d'avoir une nuit de sommeil de qualité et de récupérer à 100%. Il faut aussi expliquer aux parents et aux entraîneurs que l'athlète ne doit pas veiller, il doit dormir au minimum, selon l'âge, entre 8 et 10 heures. Mais je veux dire, quand les charges sont importantes, c'est minimum 10 heures de sommeil, surtout pour les enfants. Dormir dans une chambre qui n'est pas trop chauffée, dormir dans une literie qui est adaptée et de qualité, etc. Et bien sûr sans bruit. J'ai parlé tout à l'heure de l'équipement, l'importance de l'équipement, le sous-vêtement, les baskets, les pointes, etc. C'est très important pour minimiser les blessures et la fatigue. J'ai parlé de la fatigue scolaire, de ses répercussions, et puis il y a le syndrome de la bigorexie. Donc ce sont ces athlètes qui sont addicts à la pratique sportive, qui ne peuvent plus s'en passer de l'entraînement. C'est devenu une drogue. À quel point que ça va agir sur le plan psychologique, et ils vont chercher des résultats immédiats. Et ce phénomène est dangereux, parce que le fait de rechercher des résultats immédiats va les pousser à utiliser des produits interdits, ce qui est le dopage. Sur le plan méthodologique, que doit faire l'entraîneur? Avec les enfants et les jeunes athlètes, il ne doit pas augmenter la charge de travail de plus de 10% par semaine, pour permettre à l'enfant de récupérer suffisamment. Ensuite, réduire le volume de la charge en période d'examen, en période de problème, que ce soit à la maison ou autre, et en période de succession de voyages. Alors, je parle de réduire le volume parce que dans la littérature, il est dit que c'est surtout le volume qui doit être réduit. Si l'intensité est maintenue, on va donner plus de récupération, mais c'est le volume de la charge qui va influer en premier sur provoquer le surentraînement. En conclusion, aucune médaille ne vaut la santé d'un enfant. Il est évident qu'il ne s'agit pas d'interdire, mais bien d'optimiser la pratique compétitive. Comment? Avec des conditions parfaites d'encadrement, de suivi médical, nutritionnel et d'environnement affectif et psychologique, et là entre la notion du staff. Le staff, l'entraîneur, le psychologue, le médecin du sport, le kiné, le nutritionniste, etc. Dans ces cas-là, l'objectif principal reste de toujours préserver la santé et l'épanouissement du jeune pratiquant, car il ne faut pas perdre de vue que la finalité de toute pratique physique est de raffermir la santé et d'assurer une certaine qualité de vie jusqu'à un âge avancé. Marcher est l'une des premières choses qu'un enfant veut faire et l'une des dernières auxquelles nous voulons renoncer. Merci pour votre attention. Donc, la prochaine communication, c'est... chez les féminines, sur les noms qui sont les Merci. Alors, le sport, d'abord, aimable assistance, bonjour, très content de voir Monsieur Zedek, entre autres, les anciens athlètes, même les athlètes actuels et tous mes collègues. Alors, on va parler aujourd'hui, d'habitude on sacralise un petit peu le sport, dès qu'on parle du sport, c'est toujours les points positifs, et il y en a énormément, sauf que, concernant la femme, on va parler aujourd'hui de quelques inconvénients. Alors, tout d'abord, je voudrais dire qu'il n'existe pas de sport féminin, il n'y a pas de sport masculin et de sport féminin. Il y a le sport, il n'a pas de sexe.
À partir du moment où on isole le mot sport, en lui accolant à l'adjectif féminin, là déjà, on en fait une sous-catégorie. Alors au fil des années, les performances ne cessent d'augmenter chez les hommes et chez les femmes. Alors cependant, les fonctionnements physiologiques sont différents en fonction du sexe. Et puis ils entraînent des limitations dans la réalisation des records. Les femmes possèdent beaucoup plus de contraintes physiologiques. Alors on a les hormones, les menstruations, les grossesses, la ménopause, l'allaitement, enfin énormément de choses. Et c'est ce qui fait la différence entre les hommes et les femmes. Et c'est pour ça que les records enregistrés par les hommes sont évidemment supérieurs à ceux réalisés par les femmes. En athlétisme, je prendrai l'exemple de l'athlétisme parce que c'est mesurable. Et on a à peu près entre 10 et 15% de différence entre les records hommes et les records dames. On va survoler quelques petites différences entre les hommes et les femmes et on dira qu'il y a à peu près 13 kilos entre les hommes et les femmes, évidemment en faveur des hommes. Il y a aussi 10 cm de plus, toujours en faveur des hommes. Malheureusement, il y a à peu près 5 kg de graisse, cette fois-ci en faveur des femmes. Donc, c'est toutes ces petites différences qu'il y a qui font que l'homme et la femme ne seront pas égaux, ne réaliseront pas le même record sportif. Alors, sur le plan squelettique, on a aussi une différence. Les os sont plus petits, le cartilage est moins épais, le bassin est plus large chez la femme. Alors, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un angle qui est formé entre le bassin et le genou, et qu'on appelle angle Q, et c'est ce qui fait la différence. En fait, c'est à cause de cet angle qui existe qu'on a plus de blessures, que les femmes ont 3 fois plus de problèmes au genou que les hommes. Tout cela, alors on le voit sur la figure, chez l'homme il est de 12 degrés, chez la femme il est de 16 degrés. Et donc c'est pour ça que c'est ce rapprochement qu'on a des chevilles, ce rapprochement qu'on a dans les genoux, cet angle qui est important fait qu'il y a des problèmes au niveau des chevilles. Il y a aussi des problèmes au niveau de la voûte plantaire. Et il y a 3 fois plus de problèmes au niveau du genou chez les femmes que chez les hommes. Alors il y a un consensus qui stipule qu'au-delà de 20 heures d'entraînement par semaine, et ma collègue l'a aussi souligné avant moi, alors plus de 20 heures, automatiquement il y a des conséquences néfastes chez la femme. Alors il y a un retard dans la taille, il y a un retard de l'âge osseux, il y a un retard pubertaire, il y a des anomalies du cycle menstruel, c'est ce qui nous intéressera aujourd'hui, des perturbations endocriniennes, et on a évidemment de multiples et de fréquentes blessures musculo-tendino-ostéo-articulaires. Alors, ces blessures, surtout, on parlera des blessures au niveau du genou, ils surviennent quand? Malheureusement, ils vont survenir au moment du cycle menstruel de la fille, de la jeune fille ou de la jeune sportive. Alors, on a dit que quand c'est supérieur à 20 heures de semaine, il y a des différents symptômes qui vont être exprimés. Alors, on va avoir des troubles menstruels, des aménorrhées, ça veut dire qu'il n'y a pas de menstrues chez la jeune fille. Il y a des troubles du comportement alimentaire, ça veut dire que la jeune fille va être boulimique, elle peut être aussi anorexique, et puis on aura aussi une déminéralisation des os, et ce qui fera l'ostéoporose. Ces 3 symptômes, depuis 1993, on a mis un nom dessus, et ça s'appelle la triade de l'athlète. Alors, chez la population, chez les athlètes, chez les personnes chez les filles qui sont sédentaires, elle est entre 2 et 5%. Et elle est jusqu'à 70% chez les sportifs. C'est quand même un chiffre assez énorme. Alors, il y a un rapport qui a été établi récemment, ça fait quelques mois, et malheureusement qui a rajouté encore un autre symptôme. C'est un symptôme qui existe depuis longtemps, c'est pas nouveau, ça ne veut pas dire qu'il y a eu la triade de l'athlète et puis rien à côté, non. C'est un problème que les filles connaissent,
Ça s'appelle l'incontinence urinaire de l'effort. Donc, elle est due à la mise en tension, sur une mise en tension maximale sur la sangle abdominale, pardon. Et on a une hyperpression, ce qui donne un périnée un peu qui va se relâcher et qui va poser un problème. Alors on reviendra sur cette incontinence, on va continuer d'abord sur les menstrues pour revenir ensuite vers l'incontinence. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucun entraîneur ne devrait faire une planification sans avoir le cycle menstruel de la jeune fille qui l'entraîne. Il n'est pas normal de faire une programmation, de faire une planification sans savoir si mon athlète, à quel moment elle va avoir son cycle. Alors il y a dans cette période, dans ces 28 jours, il y a des périodes où je devrais faire travailler certaines qualités, et puis une autre période où je ne devrais pas travailler certaines qualités physiques. Par exemple, pendant les 5 ou 6 jours où la fille a ses menstrues, là, on va essayer de s'arranger pour que ça soit, par exemple, une semaine de relâchement. On va s'arranger pour que ça soit une semaine de repos. Quand je dis repos, un repos actif, on va s'arranger pour que ça soit la semaine de récupération dans mon bloc d'entraînement. Alors, à ce moment-là, il est déconseillé de forcer, surtout le jour où le flux est important. Ça veut dire là où il y a le plus de sang. C'est ce qu'on appelle le flux. Alors, juste après ce 5e jour, on est dans la phase folliculaire. À ce moment-là, c'est la période où je travaille tous mes exercices explosifs. Donc, c'est la meilleure période pour travailler la musculation. C'est la meilleure période pour travailler l'explosivité. À ce moment-là, par exemple, si j'ai une athlète qui reprend après une blessure, ou bien la reprise après une période de transition, ça va être à ce moment-là que l'athlète va reprendre. On va éviter qu'elle reprenne pendant ses règles, et on va aussi éviter qu'elle reprenne pendant sa phase lutéale. Donc c'est cette période-là, juste après la survenue, juste après la fin des règles, jusqu'au 11e jour, c'est là où je pourrais faire reprendre à mon athlète l'activité après une blessure, ou bien après des compétitions, ou bien après un repos. Alors on arrive au 14e jour, c'est là où il y a l'ovulation. Alors à ce moment-là, il y a de la fatigue, et il y a aussi un problème, il y a une évolution de la souplesse ligamentaire. Alors à ce moment-là, peut-être l'entraîneur ou l'athlète est contente. Pourquoi? Parce qu'elle a une certaine souplesse, et qu'est-ce qui va se passer? L'entraîneur va forcer un peu sur ces exercices, et là, on a des athlètes qui se blessent. Et si vous, pour les entraîneurs qui sont là, si vous ressassez sur certaines blessures de vos athlètes, vous allez vous rendre compte que c'est à ce moment-là que les athlètes vont se blesser. Alors, pendant cette ovulation, on peut travailler la force sans aucun problème. C'est une qualité qu'on peut travailler sans aucun problème à cette phase-là. Alors, on dépasse l'ovulation, on est dans cette phase lutéale jusqu'au 28 juillet, le 28e jour, ça veut dire jusqu'à la fin du cycle. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, on va avoir une baisse de sérotonine. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'athlète est avec un peu d'irritabilité. Qu'est-ce qui se passe? Elle a un petit problème d'humeur. Elle est un peu démotivée aussi. Donc, c'est vraiment pas le moment de faire des tests. Mais c'est le moment de travailler une qualité qui s'appelle endurance. Donc, à ce moment-là, on peut faire énormément d'exercices dans cette phase lutéale. Alors, on revient à notre incontinence urinaire de l'effort. Il faut savoir que très longtemps, elle a été sous-estimée dans l'univers du sport. Ça veut dire que c'est quelque chose de très très intime, c'est quelque chose de très personnel. Personne n'ose en parler. Il faut savoir que toutes les athlètes ont ce problème. Quand je parle d'athlètes, je parle de celles qui s'entraînent plus de 20 heures. Donc ça donne des athlètes de haute performance. Je parle d'athlètes confirmés. Alors, c'est un sujet tabou, c'est un sujet qu'on ne parle pas, même dans un groupe de filles, on ne parle pas de ça.
Alors, aller parler à son entraîneur qui, à 90% est un homme, c'est peine perdue, c'est impossible. Donc voilà, personne ne parle de ce problème. Il existe depuis longtemps, il ne faut pas dire que c'est quelque chose qui survient. Non, il existe depuis longtemps, sauf qu'il reste tabou dans le sport. De nombreux athlètes ignorent encore les fonctions du périnée. Donc s'il y a un problème d'incontinence, ça veut dire que c'est le périnée. Il y en a qui ne savent même pas que le périnée existe. Hein. Donc le problème déjà se pose ici. Cet ensemble de muscles internes situés dans le pubis et le coccyx, il est très sollicité pendant une pratique sportive. Alors, une pratique sportive intensive, hein, ce n'est pas un footing à Bouchaoui, ni un cours de fitness une fois par semaine. Ce n'est pas du tout ça, on est dans la haute performance. Alors, à ce moment-là, quand il y a cette intensité dans le travail, on peut faire une descente d'organes. C'est ce qu'on appelle, vulgairement parlant, une descente d'organes. En raison des poussées musculaires répétées, on va voir, il y a des exercices qui vont pousser l'athlète à avoir ce genre de problème. Alors, une étude en 2013 a été faite sur les meilleurs gymnastes russes, et il s'avérait que 80% de ces gymnastes ont fait des problèmes d'incontinence urinaire, et ils ont nécessité une prise en charge après la fin de leur carrière. Alors il faut privilégier les étirements de la colonne vertébrale tels que le gainage. Ça reste l'un des meilleurs exercices. Ce qu'il ne faut pas privilégier, c'est par exemple cet exercice qui est complètement à bannir chez l'athlète féminine. Alors les crunchs, nous avons un périnée, les hommes aussi ont un périnée, sauf qu'il est encore une fois beaucoup plus solide chez eux, le problème se pose chez nous. Donc c'est un exercice à ne jamais faire à une féminine. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une descente du périnée, un relâchement du périnée, et le problème va se poser, s'il ne se pose pas pendant la carrière de l'athlète, il va automatiquement se poser, malheureusement, un peu plus tard. Et on va voir les problèmes que l'athlète féminine va avoir à cause de ce problème de périnée, de ce problème de relâchement du périnée. Donc le renforcement abdominal est dans toutes les disciplines. Il se fait très souvent par les abdominaux. Et les abdominaux, dès qu'on parle d'abdominaux, 80% d'athlètes vont parler des crunchs, de ces fameux crunchs. Donc il faut absolument éviter. Alors ça peut être, on peut renforcer la ceinture pelvienne facilement par des exercices tels que le gainage costal ou le gainage ventral. Un autre problème aussi se pose et qui est aussi très intime, personne n'en parle. Alors en 2008 et même en 2009, il faut savoir qu'il n'y a pas énormément de recherches sur ça. Alors il y a des douleurs mammaires. Alors elles sont jusqu'à 70% chez les sportifs. On les trouve toujours un peu les mêmes sports qui nécessitent un déplacement vertical du centre de gravité, par exemple les haies en athlétisme, les sauts en athlétisme, la gymnastique, beaucoup de problèmes au niveau de la gymnastique, et aussi on a un problème dans les sports de combat, les sports à catégorie, où il y a énormément de chocs entre entre les adversaires, pas entre les adversaires. Donc là, il y a un problème aussi. Alors, ce problème ne concerne pas les féminines qui ont des poitrines volumineuses, du tout. Il ne concerne pas celles qui ont des poitrines petites. Il concerne aussi même celle qui est très plate. Donc ce n'est pas parce qu'une athlète est plate que le problème ne va pas se poser. Donc il faut faire très très attention. Il y a eu une recherche, ça fait quand même 20 ans, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de recherche sur ce problème. Il y a 20 ans, il y a eu une recherche et ils ont remarqué qu'il y avait une asymétrie dans les seins chez les filles, chez les adolescentes. Et donc, après des investigations, après des recherches, il s'est avéré que ce sont des filles, et c'est une population qui a fait du taekwondo, et alors il y avait taekwondo et danse rythmique. Il s'est avéré que ces petites filles, quand elles étaient en phase prépubère, avaient des problèmes au niveau du bourgeon. Alors le bourgeon mammaire est touché en période prépubertaire. Il a donné la symétrie des seins.
souvent leur fréquence est sous-estimée, voire négligée par l'athlète. D'abord, c'est une toute petite athlète, elle est toute petite, donc même quand elle a mal, elle ne va pas aller voir ni son entraîneur, ni sa maman. Pourquoi? Peut-être elle a envie d'aller à l'entraînement. Donc elle va supporter cette douleur, sauf que ces douleurs peuvent poser des problèmes, pas quand elle a 8 ans, pas quand elle a 10 ans, mais après la puberté. Alors les traumatismes thoraciques, les lésions, les ecchymoses, les contusions, les hématomes, alors tout ça, ça peut faire un foyer de nécrose, de la graisse cutanée. Il peut poser des problèmes diagnostiques avec un cancer du sein. Alors ça aussi, pas beaucoup d'études. C'est un peu fort, on a l'impression que ça ne peut pas arriver, mais malheureusement, on peut arriver à un cancer du sein à cause de tous ces chocs qu'on a eus. Parce que le support des seins est mal choisi, parce qu'il reste très très cher aussi. Pour avoir un soutien-gorge de sport adéquat, c'est quand même une somme assez importante. Alors, toute perte osseuse à si jeune âge peut avoir des conséquences catastrophiques sur la jeune athlète, tant sur le moment que plus tard. C'est surtout plus tard que le problème se pose. Alors il y a un impact sur la fertilité et sur une future grossesse. Très souvent, il y a des avortements, quelquefois thérapeutiques ou pas, pour les jeunes filles qui ont eu ce genre de problème. Il est difficile cependant d'évaluer les retentissements sur la fertilité. Et pourquoi? Parce que ce sont des anciennes athlètes, et quand il y a des recherches à faire, on fait des recherches sur des filles qui sont encore compétitives. Très rares sont les recherches qui se font après la fin d'une carrière d'une championne. Et une incertitude existe sur l'avenir quant à un rattrapage des anomalies et quant à la fertilité de ces sportifs. Alors, ce qu'il faut faire, il faut une prise en charge pour un rééquilibrage nutritionnel, donc l'hydratation. Qu'est-ce qui se passe quand il y a l'incontinence urinaire? Très souvent, les filles, pensant qu'en ne buvant pas, elles pourraient éviter ça. Et donc là, il va avoir encore une déshydratation, il va avoir encore d'autres problèmes. Déshydratation, blessure, perte de poids, donc, et c'est vicieux comme cercle. Donc il faut faire très attention quand on a des athlètes féminines, pour l'hydratation de ces athlètes. Alors une planification rigoureuse prenant en compte la période menstruelle, comme j'ai dit, c'est pas pensable, il est impensable de faire une planification sans avoir le cycle des menstrues de mon athlète, s'assurant à engager son périnée en allant le contracter. Alors quand on a des petites filles, c'est très très facile pour éviter tout ça. On n'a qu'à demander aux petites filles, quand on fait un exercice comme ça de renforcement, on leur demande de se retenir comme d'une envie d'uriner. Donc on dit à la petite fille, voilà, c'est comme si tu as envie de faire pipi, essaye de te retenir et je peux faire mon assouplissement ou mon étirement sans aucun problème. Tout ça pour éviter ce problème de relâchement de périnée. Alors le port du soutien-gorge, il est très très important, mais il faut qu'il soit adéquat pour tous les impacts répétés. Alors on a aussi le rééquilibrage hormonal, l'insuffisance pour la progestérone. Bon, à l'étranger, c'est très facile de prendre en charge ça parce qu'avec la prescription d'une pilule, tout rentre dans l'ordre. C'est ce qui se passe à l'INSEP de Paris. Je prends l'exemple de l'INSEP de Paris. J'aurais aimé prendre l'ISTS ou un autre centre de regroupement, sauf que nous n'avons aucune donnée, c'est pour ça que je dis que c'est à l'INSEP de Paris que ça se passe. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Le gynécologue de l'INSEP prescrit des pilules et voilà, et le tour est joué. C'est la différence qu'il y a avec notre culture, notre religion. C'est quand même des choses qui ne pourront pas se faire, il me semble, donc il faut une autre prise en charge. Alors, il faut surveiller aussi la masse grasse. Il faut savoir qu'il y a des gymnastes qui arrivent jusqu'à un IMC égal inférieur à 15. Une étude qu'il y a ici, chez les gymnastes russes, il me semble, c'est toujours le bloc Est, elles étaient toutes inférieures, elles tournaient toutes à 15, 14,5. Donc, c'est aussi très important de le faire, même avec nos athlètes, nous, évidemment. Surveiller donc ce système immunitaire, les troubles cardiovasculaires et les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Je vous remercie.
vous la parole. Merci. Mesdames, Messieurs, j'ai abordé le thème concernant l'entraînement spécialisé la spécialisation précoce. On va examiner un peu la problématique du thème. Donc nous avons ici deux théories qui s'opposent. Ceux qui sont partisans pour la spécialisation précoce et ceux qui sont contre. Donc selon certaines études, il est très peu probable que les athlètes puissent atteindre des niveaux de performance de classe mondiale sans passer par une spécialisation précoce. D'autres études invoquent que la spécialisation précoce ne garantit en rien les succès ultérieurs. Donc, et en plus, s'accompagne de certains risques pour la santé de l'enfant. Donc, que se spécialiser trop tôt va empêcher la plupart des enfants à atteindre leur plein potentiel à l'étape adulte. Donc, pour ou contre, quelle alternative? Donc, pour répondre à ces questions, il est nécessaire d'analyser les avantages et les inconvénients de la spécialisation précoce. Donc, voilà un peu la problématique de ce thème. Donc, les questions auxquelles nous allons tenter de répondre, c'est est-ce que la spécialisation sportive, quel impact elle a sur la performance, sur le développement et sur la santé de l'enfant, bien sûr. Comment la spécialisation précoce pourrait-elle freiner le succès, ce qui semble assez paradoxal? Et ensuite, quelle piste de solution? Donc, nous allons définir le concept de spécialisation précoce. Alors là, nous avons une définition qui traduit bien un peu les différents aspects de cette spécialisation. Bon, elle se définit comme une pratique sportive spécifique, hein, c'est le mot spécifique sur lequel il faut insister, intense dès l'enfance. Elle vise donc l'apprentissage précoce des techniques spécifiques d'un sport, qui se fait très très tôt. Elle vise la performance et elle incite à l'exclusivité sportive. Ça c'est aussi un des points les plus importants. L'exclusivité sportive implique que l'enfant ne fait que ça. Toute sa vie est autour du sport. Certains enfants de 8-10 ans passent 20 heures dans la piscine ou dans un gymnase, donc ils n'ont plus aucune vie sociale, ils ne peuvent plus s'amuser, apprendre des cours. C'est le sport, l'école, sport, l'école. Donc voilà un peu ce problème d'exclusivité sportive. Donc ce concept de spécialisation sportive, il est né, il s'est développé à partir des années 90, avec les travaux d'Erickson et beaucoup d'autres auteurs qui sous-tendaient tous que pour qu'un athlète puisse arriver à un niveau mondial, il doit passer par cette spécialisation précoce. Elle a été inspirée, surtout dans les activités artistiques comme la musique. On revient pour
pour un enfant qui va apprendre le piano, il est évident qu'il faut qu'il passe par cette spécialisation précoce. Les joueurs d'échecs, etc. Mais toutes ces activités touchent essentiellement le cerveau, et qui, du fait que la maturation du cerveau chez l'enfant se fait d'une manière assez rapide et que tous les apprentissages doivent être acquéris avant la maturation du cerveau. Un enfant apprend très facilement, sans entraînement, par imitation, des habiletés même parfois complexes. Mais une fois atteint l'âge de, disons, 10 ans, 11 ans, son cerveau a été donc formé, et donc c'est ensuite l'entraînement mais par l'entraînement, il faut beaucoup plus de temps et beaucoup plus de difficultés pour acquérir ces habiletés. Donc c'est ce qui a justifié cette spécialisation précoce. Donc est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce que la spécialisation précoce a fonctionné? Est-ce qu'elle a fait des champions? Oui, parfois, si on voit le parcours de certains champions qui ont réussi une carrière de très haut niveau, en se spécialisant très tôt, cela a alimenté l'idée que pour devenir un champion, il fallait être performant dès l'enfance. Donc on a les exemples de Tiger Woods, le champion du monde en golf, Amanda Beer, nageuse américaine, André Agassi, Serena Williams, etc. Et oui, il y a aussi le culte des stars sportives comme Michael Jordan, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Messi, tout cela a contribué à une pression sociale qui a poussé donc à la spécialisation précoce des enfants dans un seul sport. Bon, le problème, c'est que lorsque il y a des enfants qui rêvent d'être Cristiano Ronaldo, quand c'est l'enfant qui aspire à être champion, ça ne pose pas vraiment de problème. Il suffit de le suivre, de l'encadrer. Le problème, c'est que beaucoup de champions, comme par exemple André Agassi, comme par hasard, il détestait le tennis. C'était un des plus grands joueurs. Il détestait le tennis, mais c'était son père. Il y a souvent une surimplication des parents qui forcent leurs enfants à cette spécialisation précoce. Donc là, elle peut comporter des risques, surtout psychologiques, pour l'enfant, lorsqu'il veut faire autre chose, on le force à pratiquer une discipline de haut niveau. Donc le revers de la médaille, c'est que cette approche élitiste présente de nombreux risques pour le développement et la santé des enfants. Pourquoi? Parce que les modèles et les objectifs qui sont destinés aux adultes sont appliqués aux enfants en pleine croissance. Et on connaît la citation qui est souvent répétée, l'enfant n'est pas un adulte en miniature. Et cette course à la performance a modifié les modèles de pratique sportive chez l'enfant et qui a donc favorisé cette spécialisation précoce. Alors là, je disais, l'enfant n'est pas un adulte en miniature. Ils ne sont pas seulement petits, mais ils sont également différents. Par leur morphologie, ils ont un cadre moins des muscles, nettement moins développés que l'adulte, mais aussi par sa physiologie. Ils ont un système aérobie ultra performant, par contre un système anaérobie très peu efficace qui ne se développe qu'après la puberté.
et surtout son psychisme. L'enfant, on oublie souvent que c'est un enfant, et un enfant a besoin de s'amuser et de se dépenser. Donc pour revenir au revers de la médaille, on a des entraînements intenses et orientés vers une spécialisation, un développement moteur hyper spécifique. Là, on va rentrer dans les gestes stéréotypés, c'est toujours les mêmes gestes techniques qui se répètent et qui se répètent. Et la sélection des meilleurs, valorisant donc les plus forts du moment et mise de côté des plus faibles. Bon, là, on est en présence, on en a déjà parlé, sur cette notion d'âge biologique. La sélection se fait principalement sur les performances. Et ces performances sont réalisées par des enfants qui sont avantagés sur le plan de la maturité. Ceux qui sont précoces vont naturellement réaliser les meilleures performances et ceux-là seront sélectionnés. Et ceux qui seront défavorisés sur le plan biologique, du fait qu'ils sont en retard, vont être rejetés. Mais les recherches ont montré que souvent les champions se trouvaient parmi ceux qui étaient en retard. Donc la question qui se pose, c'est que est-ce que le jour tire la chandelle? Parce que pour la haute performance, il y a beaucoup de candidats et très peu d'élus. Donc parfois le jour voit la chandelle. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut la peine de sacrifier l'enfance d'un enfant, sachant qu'il y a très peu de chances pour qu'il fasse partie des meilleurs. Donc là, c'est pour revenir à l'âge chronologique. Là, on a une image, même âge chronologique, mais on voit qu'il y a une différence énorme entre ces trois enfants. Donc, il peut y avoir un écart de 5 ans entre deux enfants de même âge chronologique. Donc, il est évident que si on a affaire, dans le cas de l'athlétisme, les meilleures performances seront réalisées par celui-ci, le musclé. Par contre, en gymnastique, on choisira celui-ci et on rejettera celui qui a son niveau de taille. On donne donc une définition d'entraînement intensif. Parce que le concept de spécialisation précoce est naturellement, c'est pas en lui-même, c'est pas la précocité qui est mauvaise, mais c'est surtout l'entraînement intensif qui est appliqué sur l'enfant. Donc qu'est-ce que l'entraînement intensif? On peut le définir en notion de charge d'entraînement. Donc c'est 15 à 30 heures par semaine de pratique intense pendant minimum 10 ans ou plus. 40 à 42 semaines par an d'entraînement, entraînement quasi quotidien et surcharge de compétition. Et surcharge de stage en période de vacances. Donc on considère qu'il ne faut pas dépasser 10 heures de sport par semaine, tout compris. Normalement, le volume maximal ne doit pas correspondre à l'âge. Si un enfant a 10 ans, il ne doit pas faire plus de 10 heures par semaine. S'il fait 12 heures ou 15 heures, il est en surcharge. Donc, et même certains auteurs évoquent la possibilité d'un risque ultérieur d'arthrose à l'âge adulte au-dessus de 8 heures par semaine. Donc ici, quel impact une spécialisation précoce peut-elle avoir sur le développement de l'enfant? Et quels sont donc les dangers et les limites de cette spécialisation précoce? D'abord, les problèmes médicaux sportivement concrets, c'est l'augmentation des risques de blessures. Des études ont montré que l'enfant qui était spécialisé très tôt
avaient plus de chances de faire des blessures que les enfants qui n'avaient pas suivi cette spécialisation. Donc, l'entraînement se fait sur un appareil locomoteur qui est inachevé, puisque l'enfant est en pleine croissance. Avec plus on ajoute des charges d'entraînement élevées, plus des récupérations insuffisantes, plus des répétitions de gestes stéréotypés. Là aussi, c'est très important. Les gestes, si on fait toujours le même geste, ça entraîne une usure des articulations. Tout ceci est un risque donc de blessure. On a les traumatismes ostéo-articulaires, tendinite, accident, fracture, etc., qui sont dus donc à un manque de préparation physique. Donc, préparation physique, là, on parle de préparation physique générale. On connaît l'importance du développement de la préparation physique générale pour préparer ensuite le développement des qualités spécifiques. Un volume d'entraînement et de compétition trop important, une récupération insuffisante et des gestes techniques mal adaptés. Au niveau de la croissance, la spécialisation, il y a interférence avec la croissance. Donc là, surtout à l'étape de la puberté chez les femmes, la croissance devient un problème pour certaines disciplines, comme la gymnastique artistique, la danse. Donc, on recherche une morphologie de l'enfant, de l'enfant qui est en pleine croissance. Donc, il y a une morphologie naturelle en gymnastique, il y a des régimes drastiques qui sont imposés parce qu'on veut garder une taille, le poids est élevé aussi avec une taille mince. Mais avec sur chaque entraînement, ce qui cause l'avance énergétique négative, les efforts qui sont fournis et ce qu'ils reçoivent comme alimentation. Donc, perturbation de l'attention volonté, arrêt des règles et ralentissement de la croissance. Ensuite, on a le surentraînement. C'est une mauvaise gestion du peu de temps libre, entraînement spécifique non diversifié, pas de prise en compte du temps de récupération, mauvaise équilibre médicale et pas de bénéfice. L'impact psychologique, stress, anxiété, pression, surimplication parentale, isolement social, etc. et pas d'avis. Bon, ça, c'est surtout pour les enfants qui ne réussissent pas et qui le prennent très mal. Donc là, comment la spécialisation peut s'entraîner le succès? Donc, paradoxalement, cette spécialisation précoce qui se fait par, on dit, des gestes toujours stéréotypés, entraîne une barrière de compétence, une barrière motrice entre les habilités motrices fondamentales qui doivent être le plus large possible, développées de manière la plus large possible pour pouvoir accéder aux efforts de l'habilité complète. Donc, si une pratique spécifique va entraîner un répertoire très spécifique, mais très petit, ce qui va empêcher donc des habilités qu'on appelle ouvertes, surtout dans les sports collectifs. Donc, il y a des recherches qui ont comparé la spécialisation précoce avec la spécialisation tardive. Donc, pour la spécialisation précoce, plusieurs ont atteint leur sommet vers l'âge junior. Plusieurs se sont retirés avant l'âge senior, potentiel maximal non atteint, et très peu ont amélioré leur performance à l'âge senior. Pour ceux qui ont suivi une spécialisation tardive, donc
plusieurs ont débuté à faire du sport à partir de 7 à 8 ans, par un développement général, sport collectif, athlétisme, natation, cyclisme et gymnastique. Plusieurs ont débuté leur entraînement systématique et spécialisation entre 15 et 18 ans. Ils n'étaient pas les athlètes les plus dominants à l'âge junior, mais une performance plus tardive et plus élevée. Et c'est le plus important puisque l'objectif c'est d'atteindre les meilleures performances en senior. Permet des progrès plus rapides, bien sûr. Réaliser à 15 ou 17 ans, des performances irrégulières, abondant, épuisement avant 18 ans, et prédisposition pour les secondes. Pour ceux qui ont suivi une spécialisation progressive, un projet plus lent, réalisé à 18 ans et plus, performance plus régulière, carrière sportive plus longue et moins de blessures. Voilà, nous avons ainsi en fonction du type de sport. Donc le problème c'est que est-ce qu'il faut une spécialisation précoce ou pas? Tout dépend aussi du type de sport. Donc nous avons d'une part les sports à spécialisation active dans les disciplines artistiques, gymnastique, rythmique, danse, trampoline. Là, il faut une spécialisation précoce. À l'opposé, ici, les sports à dominante physique, athlétisme, haltérophilie, apéro, c'est là la spécialisation tardive. Qui ne pose pas donc de problème pour l'enfant. Et entre les deux, on a entre les deux les sports collectifs qui demandent aussi, je ne dirais pas une spécialisation précoce, mais une diversification précoce. Donc aussi commencer très tôt. Donc, pour les sports à spécialisation active, il faut commencer très tôt, entre 4 ans et 8 ans. Mais il faut aussi inclure des activités d'autres sports complémentaires et faire attention aux charges d'entraînement et à la croissance. Ça, c'est le problème aussi médical. Mais après 10 ans, il est impossible d'atteindre le haut niveau. Donc, il doit apprendre déjà des techniques, des habilités techniques pendant 10 ans. Ici, pour les sports à dominante technique, comme le football, le judo, etc., là aussi, il doit avoir une découverte du sport avant 10 ans, 5 et 6 ans, mais par une diversification précoce. Il doit commencer très tôt, mais il ne doit pas se spécialiser. Et pour les sports à dominante physique, là, c'est la spécialisation commence après avec l'âge, à partir de 12 ans. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que, quel que soit le sport, il faut commencer tôt. Ça, on ne peut pas être champion si on ne commence pas très tôt. Et donc, pour certains sports, il faut une spécialisation précoce, comme pour les sports artistiques, il faut un encadrement, un très bon encadrement qui assure le suivi de l'enfant. Si on voit qu'il y a des risques pour l'enfant, il faut l'arrêter. Mais dans tous les cas, il faut, si on veut, donc une pratique précoce. Donc, ici, au premier lieu, on veut, en ce qui concerne la spécialisation précoce, on vise la performance, on veut faire un compétiteur. Donc là, avant d'en faire un athlète, il faut inverser la procédure. D'abord, développer un athlète, et ensuite, en faire un compétiteur spécifique à ce sport. Donc,
spécialisés. Donc pour conclure, il est difficile de savoir finalement quelle est la meilleure option entre la spécialisation ou la diversification sportive active. Hein? La meilleure réponse se situe à notre avis quelque part entre les deux. Hein? Trouver un terrain d'entente entre ces deux arguments n'est pas une tâche facile. Mais peut-être que la question auquel on devrait répondre, en ce qui concerne la spécialisation précoce, à partir de quand est-ce trop tôt? Il faudrait donc faire des études pour savoir à quel âge, par exemple, on peut commencer à se spécialiser sans risque. Donc, la pratique sportive spécifique précoce nous paraît défendable, sous condition qu'elle reste un moyen et non un but, et qu'elle s'intègre à l'éducation psychomotrice globale et surtout qu'elle évite les excès de compétition. Parce que les enfants qui font de spécialisation précoce font beaucoup de compétition et pas assez. Il faut éviter le problème des compétitions qui entraînent un stress physique et psychologique. Donc, des approches différentes peuvent être envisagées, bien sûr, en fonction des sports, comme on vient de le voir. Mais dans tous les cas, il est conseillé de construire une base motrice le plus large possible, de favoriser la pratique multisportive dans un premier temps et d'adapter ensuite une charge d'entraînement aux caractéristiques de l'autre. Je vous remercie. Merci. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا سعيد جدا اليوم، سعيد جدا بعد 5 سنوات من مغادرة المعهد أول رجوع بعد 5 سنوات أو ما يزيد عن 5 سنوات من الغياب. فهذه فرصة يعني سعيدة حتى أرجع من جديد في المدرسة التي تركت فيها الباب في سنة 1975، وكان هذا بعد يعني الدورة بحر الأبيض المتوسط في سنة 1975 بدون إطالة ومباشرة في صميم الموضوع. محتوى المداخلة مرتبط مباشرة بالجانب الميداني. C'est la pratique. Pendant assez longtemps, d'abord je voulais dire une chose. أولا نسيت حاجة ما قلتهاش. تحية لكل أنا أقول زملائي اللي سبقوني ما شاء الله، يعني كان تدخلهم يعني رائع. كل واحد يعني كل واحد جاب إضافيات وجاب يعني شيء إيجابي، فأنا نحييهم ونقول ما شاء الله عليكم. يعني تدخل يعني الفت انتباهي. طيب إذن فيما يخصني شخصيا يعني ابتعدت عن الجانب الأكاديمي ومشيت للجانب الميداني. واش كاين في الميدان؟ الميدان موجود. واش الوحيدة في الميدان؟ بأن مستوى ألعاب القوة أهبط، تدنى، راح. بعد ما كنا في بعض السنوات وبعض الوجوه النيرة الموجودة تثبت بأن كنا في المستوى المحترم. فعلى سبيل المثال وتماشيا مع موضوع المختار في يعني محور الموضوع وهو يعني لا ديبرديسيون. كيف هذا الرياضيين يختفوا علينا يروحوا من عندنا؟ كيفاش؟ ما هو السبب بالضبط؟ هذه الحقيقة
إذا عملية إحصائية بسيطة جدا 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 تثبت بأن في كل سنة حوالي كل سنة تدخل في الثانوية الرياضية نتكلم في ألعاب القوة حوالي 20-30 عنصرا مختارا من ضمن النخبة الوطنية علاوة هذه افتراضة عملية حسابية افتراضية زدنا تقريبا على مستوى الوطن 70 رياضي الحوصلة الإجمالية 100 رياضي سنويا 100 رياضي 100 مواهب شابة 100 موهبة شابة بعد 10 سنوات عندنا 1000 السؤال الذي يطرح أين هم الآن اليوم وين راهم هذا 1000 وهذا 100 من الشبان يعني المتميزين في سن مبكر إذا يعني حبيت نشارك مشاركة متواضعة جدا يعني مشاركة متواضعة وعنوان التدخل انعكاسات التكوين الرياضي المبكر عند الطفل في مجال رياضة المنافسة. الرياضة وصلت حاليا إلى مستوى وين يعني شيء لا يعقل كلنا نتذكر مباراة مدرمان يعني أنا بالنسبة لي أعلى هي ومباراة الجزائر في فرنسا يعني بالنسبة لي يعني قمة المنافسة الرياضية أن أثبتت باللي الرياضة عندها قيمة عالية لكن حاليا في الوقت الحالي الرياضة يعني نوعا ما تجاوزت بعض الحدود مع العلم بأننا كلنا نقول بأن الهدف الأساسي والرئيسي في الرياضة هو الجانب التربوي. Le sport est un processus d'abord d'éducation. d'abord cela. Donc أنا أقول بلي حاليا التنافس والبعد يعني والبعد الذي وصل به الرياضة خلى الكل يطمح. لماذا يطمح؟ يطمح لنيل الميدالية. كل اللي يدخل هذه السنة لازم في آخر السنة يولي بطل. يعني بالناشئين والناشئات والأواسط وقبل حوالي 14-16 سنة قلت ظاهرة جديدة وحتى مصطلحات جديدة. ملي كان نتكلم على التربية البدنية والرياضية وهذا المصطلح الصحيح الواقعي l'éducation physique et sportive où les gens s'entraînent. On éduque à travers les activités physiques, on éduque. À travers les activités physiques, on éduque l'enfant à une éducation intégrale. تكوين شامل ومتكامل. متكامل يعني من الجانب الصحي النفسي البدني الاجتماعي إلى آخره والوقائي إلى آخره. المهم ظهرت يعني ظاهرة جديدة التدريب الرياضي. أنا شفت موجود أنا يعني كنا في الملعب في بداية السنة ظهرت هذيك لي بلو كومبلاس لي بلو هذيك الأقنعة هذوك نحطوهم ولات باليوميتري أبخي في البروميي موا دونترينمون. لكن يا للأسف احنا كخبراء كأساتذة كمربيين ولا حاجة
ما عندناش قدرة التدخل، ما عندناش قدرة التدخل، ويعني كلنا حاملين إلى تجربة وإلى صور وملاحظات. كل واحد فينا بإمكانه يتدخل، يقول ما هي العوائق الموجودة. أنا نطرح سؤال ثاني، وتمنيت لو المسؤولين يكونوا موجودين اليوم، لأن هذا عيب كما يقولوا ما أعزم بالتعز. جوني تاكليتيزم، يعني جوني تاكليتيزم. والله بصراحة اسمحوا لي أنا أعلم، أنا تمنيت لو اليوم ينتقدوني يقول أنت واش تقول هذا اعتقاد بناء بالطبع. وين راهم المسؤولين اللي هما يعني واش هي للأسف. المهم ما نقدرش ندخل ولا نحبش نخرج يعني ننحرف من الموضوع. إذا هناك إشكالية هي الإشكالية ايش تكون الإشكالية هذه؟ أصبح الهدف الأساسي لممارسة الرياضة عند الطفل الحصول على الميدانية مهما كان الثمن. شوف مهما كان الثمن الحصول على الميدانية. وزملائي يسبوني جزاهم الله خير، يعني والله يقدموا عروض شيقة يعني لا تقل أهميتها مما يلقى في المناسبات الكبيرة الدولية. إذن إيماننا وخبرتنا بالواقع الرياضي وتطلعاتنا لبعض النتائج الرياضية في ألعاب القوى سمحت لنا من وراء القيام بذات إحصائية إثبات بأن ضمن قوائم المتفوقين c'est une étude statistique fiable. يعني تجنبت الغوص في عمل إحصائي ممل يثبت يعني عبر سنوات طويلة مدة 20 سنة أثبتت بأن كل المتفوقين في السن المبكر ما همش موجودين في السن المتقدم، وغالبا يعني ما همش موجودين، والكثير منهم يعتزل ممارسة على القوة. أنا أتوقع يعني هذه تحتمل دراسة أخرى. لماذا قلنا يعني حكمة وجدنا أن بالطبع القليل منهم ومنهن لم نقل جلهن غير مصنفين في قوائم المتفوقين في صنف الأكابر. أكثر من هذا الكثير منهم تخلى عن ممارسة ألعاب القوى. يعني اللي يخص يحضر دراسة بالطبع يبقى الجانب العلمي يمثل النقطة الأساسية. C'est le point de départ. C'est toujours la réflexion doit d'abord débuter commencer par ce que j'appellerais les orientations de la science qui doit guider toutes nos actions pédagogiques. إذا أنا من ضمن المراجع، هذا مرجع قديم. واش يقول هذا المرجع؟ هذا المرجع كتبوه باحث جاك بيرسون. واش يقول جاك بيرسون في الكتاب تاعو؟ aucune médaille ne vaut la santé d'un enfant. ولا ميدانية يعني تناسب أو تفوق على صحة الطفل. لا شيء يمثل صحة الطفل مهما كانت نوعية الميدانيات. واش يقول هذا جاك بيرسون؟ في كريتير الفرنسا أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 9 و10 سنوات يمارسون تدريبات مختصة 4 ساعات يوميا. هذه كريتير 4 heures par jour، 4 ساعات يوميا تاع التدريب. 4 heures par jour. 4 ساعات يوميا. 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 4 heures par jour. 4 ساعات ي
منتخب فرنسا حققت 117,000 حركة جمباز في مدة 10 أشهر، وهذا خلال 1200 ساعة من التدريب. وهذه الفتيات كانت أعمارهن تتراوح حوالي 17-18 سنة. يعني والمعروف على سبيل المثال عند الطفل ولا عند الأصابع في خطوة طولها 60 سنتيمتر، quand la foulée d'un enfant est de 60 سنتيمتر. الجري لمدة ساعة يتطلب حوالي 10,800 خطوة. Donc, en une heure, un enfant fait environ 10,800 foulées. Avec une foulée d'une amplitude de 60 cm. Et nous savons tous, كلنا نعلم بأن الخطوة la foulée هي عدد متكرر أو تكرار القفزات. Dans la foulée, il y a des phases. Il y a ce qu'on appelle même une phase d'envol, où le jeune sportif n'a pas d'appui au sol. Une phase de réception, une phase d'appui et une phase de poussée. Donc, ce seront, et nous, on l'oublie. On y va faire une heure. On ne sait pas que cet enfant, ce petit enfant, bon, j'exagère un peu, une heure, bon, c'est pas, mais même s'il va faire la moitié, il y a une 40 minutes là, si autant d'impact au sol, de réception et de poussée, ce qui va créer هذا اللي راح يمثل يعني ضغط كبير على الرياضة. دكاترة جراحين من الولايات المتحدة الأمريكية أجبروا على القيام بجراحة كتفي 13 سباح des nageurs. Beaucoup de nageurs subissent des opérations. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que لماذا؟ لأن كان هذا السباحين كانت أعمارهم حوالي 14 ما بين 14 و 16 سنة. أكد الدكاترة إن هذا كان ناتجا عن شدة التمرين، بحيث قام كل سباح بأداء 1.5 مليون حركة على مستوى مفصل الكتفين. Donc, les systèmes, enfin, la rotation scapulo-humérale, elle est faite pour être mobile quand même, hein. Mais là, c'est 1,5 million de rotation au niveau du bassin. 1,5 million, ce qui va engendrer, bien entendu, beaucoup de sollicitations au niveau de cette ceinture scapulo-humérale. هذه العداءات من أكبر العداءات في العالم، من أكبر العداءات. في عمرها 18 سنة كانت بطلة العالم، وكانت والميزة تاعها من العداءة إنها كانت تجري بدون حذاء. وربما هذا راجع إلى ثقافة جنوب أفريقيا. في جنوب أفريقيا لمن يجهل هذا، التلاميذ يذهبون إلى الثانوية بدون حذاء. هذه لاحظتها بأم عيني، يعني شفت بعيني، التلاميذ يذهبون بدون حذاء إلى الثانوية بالجامعة. في بعض الأحيان الأساتذة يمشون بدون حذاء. إذا هذه اللعبة هذه فازت بعدة ألقاب، يعني وصل لها. كانت عمرها 18 سنة حين حققت زورا بيرد بطلة العالم لسباق الضاحية في سن 22 سنة. أرغمت هذه الأخيرة على التوقف، يعني تقاعد.
22 حبس. لماذا؟ أرجمت هذه الأخيرة عن توقف نهائيا عن ممارسة الرياضة من طرف استشاريين من جنوب افريقيا. بريطانيا. نعم. لا لا بالعكس. Je vois que je n'ai pas chronométré يعني معليش. صح. De toute façon, زولا بيرد توقفت يعني ما بقاش الامكانيه باش توصل. Les champions du monde. Elle a été un objectif, ça y est. Et la tête du bas, j'espère que vous la reconnaissez. C'est pas, mais c'était très jeune. J'espère que vous la reconnaissez. Les champions du monde, ça y est. Celle qui a eu 10 sur 10 en gymnastique. Est-ce que vous la reconnaissez ou la Bon. Donc on ne va pas s'attarder. Yani, moi je dis que c'est, yani, voilà, en un mot, et comme l'a bien dit notre collègue Ibrahim, l'entraînement précoce avec des charges inappropriées pour les capacités de l'enfant sont totalement contre-indiqués. Totalement contre-indiqués. L'enfant n'est pas un adulte en miniature. مش نموذج مصغر من الرجل. ويعني يطلب يعني من المربي أن يكون حريصا على أولا وقبل كل شيء سلامة النمو الذاتي للطفل يعني للطفل. يعني اكتفي بهذا المقدار اذا طلب مني حتى يعني اتوقف. Mais jamais chez la perte suite au développement de la santé maternelle. Donc, encore une fois, je vous félicite et d'emblée, je vous invite à passer au stage que j'en parlerai avec la Fédération de cyclisme pour parler de cyclisme. Bonjour. Déjà, j'ai pas fait pas comme ici, déjà, pas comme ici. Déjà, je pense que c'est une combat. Je pense aussi que ça n'est pas peut-être vraiment cool aux étudiants. Je ne vois pas qu'il y ait des étudiants ici. C'est ça qui a vraiment raison de faire. C'est un moment. Parce qu'il n'y a pas eu de promotion. La promotion, donc tout acte est très important. Il n'y a pas de promotion. Je suis désolé. Tant de sujets intéressants et pour donner un aperçu, c'est pas grave. Moi, je peux demander déjà, on a demandé au moins que des règles. J'ai demandé déjà à des collègues, au moins que des présentations soient envoyées par même aux gens, au moins. Deuxièmement, le sujet. Monsieur Goumar a posé une question qui semble anodine, mais elle est hyper importante. On va discuter dans 10 ans. Si on n'amène pas le travail de base et de veut, dans 10 ans, on aura la même discussion. Parce que si vous avez donné de tels contenu tout à l'heure, les anciens équipes de développement des jeunes, monsieur le développement précoce, vous avez fait vraiment tout ce qui se passe qu'on doit faire et qu'on ne fait pas chez nous. C'est pour ça qu'on n'a pas de problème. En Algérie, on n'a pas de problème. Il est très minime. En Algérie, on travaille peut-être, excusez-moi si j'interviens, c'est pas bien. En Algérie, peut-être on intervient sur 2 à 3% de notre population de jeunes. Parce que le sport à l'école n'existe pas. Et si le sport à l'école n'existe pas, toutes les gens
passer au-delà, parce qu'on ne travaille pas dans les zones sensitives. Quand on est dans les clubs, généralement les jeunes humains à partir de 10-12 ans. Parfois c'est déjà trop tard. On a vu dans vos interventions. Les sujets ne sont pas ceux de Marguerite où ça fait 10 ans, etc. C'est vrai que dans 10 ans, les gens ne vont pas parler de ça aussi. Si on n'améliore pas tout ça, on va parler encore de ça. Le thème est important, à mon avis, il y a eu beaucoup d'interventions en même temps. Il y a eu des interventions qui ont duré pratiquement 1h15 minutes. Et on demande à la fonction. Non, ça, permettez-moi de corriger. Quand on organise ce genre de journée, il y a des personnes à qui on concerne jusqu'à une heure de conférence, et ceux qui viennent après, c'est des communications. C'est en fonction des organisations. On peut faire deux intervenants en fonction de leur grade, en fonction de leur expérience, en fonction de jusqu'à 40 minutes d'intervention. Non, je suis d'accord, mais vraiment, c'est le temps. Il est quasiment à 1 heure. Donc, ça n'a pas été bien agencé, c'est tout. La communication électronique, pour moi, est l'une des plus importantes. Parce que, effectivement, peut-être ce qu'il n'a pas dit, en athlétisme, on est en train de perdre à peu près 90% de nos temps. Chaque année. Je suis au stade, je vois des entraîneurs de général qui ont des mini, ils leur font le traîneau. Ils leur font pratiquement etc. Ça veut dire que ces gens-là n'ont pas été formés. Ils déroulent les escaliers, ils déroulent le parachute, il est minime. Ça veut dire que les gens ne sont pas. Ça veut dire que ce qui se passe dans l'Institut ne sort pas de l'Institut. Par faute de toutes les institutions. Un accueil de président de la Fédération de l'athlétisme, il était là. Donc, il vous donne les responsables techniques, etc. Mais les responsables techniques, effectivement, alors, c'est le point de ralliement entre vous et le terrain. Ce qui est, c'est que, pas de maintenant, j'ai enseigné physiologie et athlétisme. Il n'y a pas de relation entre le terrain et ce qu'on fait ici à l'Institut. Les instituts quand même débattables. Donc, est-ce que vous préconisez? Je préconise que ce genre d'études se fait chaque parlement qui est dans tous les sports. Je le préconise. Je préconise aussi que il est cette recherche avec le pouvoir public pour pouvoir, ce que vous avez dit tout à l'heure, ce qu'a dit Dumas, pour pouvoir que vos travaux soient véritablement mis à la disposition du ministère et des fédérations. Et je termine par vous féliciter, ma collègue. Et je félicite aussi mon collègue. J'ai été sidéré par la qualité des interventions. Je vous donne une anecdote. Comme vous savez, j'ai fait des études à Cuba. Il te demande de choisir 2 cours en dehors de ce que tu as étudié. J'ai choisi entraînement des jeunes. Comme tout le monde sait, en tant qu'entraîneur, j'ai gagné les Jeux Olympiques et 4 médailles. Mais, je me suis trouvé tout idiot en face du prof qui m'a enseigné ce que c'est l'entraînement des jeunes. Je vous assure. Pourtant, j'ai gagné les Jeux Olympiques. Alors, le seul monde. Je vous assure que j'ai été un idiot en face d'un gars qui connaissait 1000 fois mieux l'entraînement des jeunes. Donc, c'est 2 entraînements différents, c'est 2 entités différentes, et on doit prendre en compte cela, sinon, qui m'a dit que c'est 2 méthodes différentes, sinon, on va plus mieux et on accélère. Merci beaucoup. Merci, M. Bourras. J'ai écrit des diplômes de beaucoup de temps, mais ce n'est pas tout le temps qu'on a face de nous de médailles publiques, championnat du monde. Au contraire, c'était un réel plaisir. Tout à l'heure, concernant le thème, je veux juste
l'activité, enfin la performance des cycles menstruels. Effectivement, je pense que depuis 1998, il y a eu un travail de mémoire qui était encadré par le professeur Moussol. J'avais eu un travail concernant un aspect, jusqu'à aujourd'hui où notre collègue Kourtena traite le sujet. Pour ce qui est des emplois qui n'ont pas Hamid, je peux dire une chose sur ce qu'a dit Kourtena. Oui, une chose. Nous, en 1983, on est parti avec M. Hakoumi, on est parti à Paris pour acheter des bouquins, Madame Mimouni. Le premier livre que j'ai acheté, c'était un mémoire sur la menstruation, etc. Quand j'ai entraîné les filles, je savais pratiquement ce qu'il fallait faire au moment où il y avait une menstruation chez les femmes. Et c'est un thème, effectivement, très important pour ceux qui ne connaissent pas, ils se cassent la gueule chaque fois. Absolument. Merci. Moi, je voudrais m'adresser à mon chef de laboratoire. Le drame de ces journées, c'est qu'on n'a jamais pensé à faire les actes. Professeur Beaufarois, exigez de nous les travaux de communication, Kharjoum peut-être le premier livre des actes de l'équipe et du labo. Donc, il y a ça. Et en effet, l'entraînement des femmes, c'est comme l'entraînement des hommes. La seule différence, c'est la période de menstruation. Et ceci mérite une journée, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pourquoi on travaille la force, pourquoi on ne la travaille pas, pourquoi on évite les sauts qu'on a le règle, etc., etc. Beaucoup de choses à dire sur le plan biologique. Merci, professeur. Y a-t-il encore une intervention? Autre chose à ajouter, mais c'est une intervention. Monsieur le Président. Pendant la période de menstruation et pendant la période de grossesse également. Grossesse, on parle Monsieur Baclé, on fait des jeux olympiques, on est conscient qu'il faut avoir est-ce que ça a une influence? Mais je voudrais dire quelque chose à mon ami, frère. Très content que tu sois guéri, mon ami. J'étais très heureux quand tu étais malade. Et je profite de la présence de l'ancien président de la fédération et d'un ancien de la ville pour dire que, vu, il y a toujours des gens nouveaux qui arrivent. Mais moi je leur demande de ne pas tout effacer. Et aussi de faire attention à notre jeunesse. Parce que une jeunesse qui part, on ne la retrouve plus. C'est quelque chose de très important. Et j'entends de très loin, du 5e étage où je suis, et je me déplace très difficilement, je ne sors pas. Donc je suis sur Facebook, je vois les résultats, et je suis étonné de la fréquence rapide de certains résultats. On ne voit pas une année après la personne progresser vers son équipe nationale. Et ça fait mal au cœur. Quand on avait une densité d'athlètes de 1500 mètres dans les différentes médecines, quand on avait des cohortes de 800, quand on avait des cohortes de 5000 mètres, et maintenant, on n'a presque personne, on n'a que des petites miettes, et on jubile des résultats. C'est bien d'avoir une médaille, mais le plus important, c'est quand on avait une stratégie. Je pense qu'il faut revenir à la stratégie et merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Zidek. Merci par l'intervention. J'appelle. Madame, docteur. J'ai été fascinée par les communications et non par surtout la connaissance de la femme de l'esclave. Le passage Augustin, moi je savais que c'était plus la sédentarité et le passage Augustin et l'ostéoporose. Le fait de ne pas pratiquer. Moi je pensais souvent aux femmes, surtout aux sportifs de l'âge, de pratiquer l'activité physique. Mais là, l'activité sportive de haut niveau. Alors, faudrait-il faire des activités qui
critiquerait que le sport, quand on voit les enjeux de leur traitement de niveau chez l'enfant, des cancers du sein, l'ostéoporose, améliorée, quand je pense à ça, il y a que le sport devrait être pratiqué exclusivement par les hommes. Je pense pas les enjeux du sport de haut niveau. Moi, étant donné que l'activité physique est différente de le sport, donc je savais pas que le cancer du sein était présenté par les femmes présentées. C'est-à-dire que c'est bien sûr une chose comme ça va permettre, surtout pour la symétrie des mamelles, ça va me permettre, on reçoit beaucoup d'enfants, on reçoit beaucoup d'adolescents, ça va me permettre d'être très attentionné sur la symétrie des enfants. Merci. Merci beaucoup. Il y a, et heureusement d'ailleurs, il y a des spécialités qui sont épargnées. Voilà. Ce problème se pose surtout dans les sports de combat et on revient tout le temps à la gymnastique aux adultes. Voilà, le frottement qu'il y a sur une barre, par exemple, c'est ce qui pose le plus de problèmes. Monsieur le modérateur. Professeur Méthode. Toujours au nom du labo, parce que moi je parle au nom du labo. Donc la prochaine journée que nous allons organiser aura comme thème sport et femmes, ou la femme et sport. Et dans cette journée, tous les problèmes posés seront pris en charge. Le bienfait de l'activité physique sur le cancer du sang, sur l'endométriose, sur les ptoses d'organes, l'ostéoporose. On a parlé un peu ce matin de densité minérale osseuse. Plus on pratique le sport jeune, plus la densité minérale osseuse se portera bien. Et moins à partir de 50 ans, parce qu'on perd nos hormones, on deviendra fragile. Donc, monsieur mon chef, la balle est lancée. Balle, Inch'Allah, avant fin mai peut-être. La journée cycliste, mais cycliste pour faire de En tout cas, je dois remercier tous les intervenants, tous nous avons fait. Le responsable toujours est responsable. Et le en tout cas, on a essayé de contribuer pour cette symphonie. Et la journée qu'on a été, disons, réfléchie, c'était la thématique qui a été choisie par les experts par rapport à l'actualité du mouvement. C'est-à-dire, nous avons choisi ces thèmes parce que nous avons appris qu'il y a surtout le problème de la capacité d'entraînement des enfants. Il est toujours l'actualité. Nous avons un problème des femmes. Nous avons un problème de l'entraînement de l'entraînement à la pédagogie, etc. Donc nous avons essayé de mettre en place un gratuit pour essayer de nous informations. Là, le protocole est là pour essayer d'accompagner les enjeux d'éducation. Et je vous dis que, nous avons déjà signé une convention dans laquelle nous avons fait 2 travaux et dans lesquels il y a eu 2 diffusés dans 2 articles sur le sous-matériel qui a été fait avec la Vodka et Alma. 2 articles avec les critères de sélection sur les enfants du Sud. Et j'ai donné les 2 articles dans la revue suédoise et dans la revue du DCS. Donc là, il y a eu un problème de terminage. Donc, ce qui fait que nous avons essayé de faire contact avec cette génération, et non seulement avec la petite, mais on va essayer avec un certain nombre de fédérations qui ont été mises sur les cités. Je remercie l'assistance, on va essayer de passer.
oui, c'était satisfaisant pour nous allons voilà. Monsieur Hamad. Monsieur Hamad. أستاذ العزيز. Au moins que je prenne une photo de ma première et dernière heure. Pour faire jaser les autres sur Facebook. Monsieur